L'avènement de l'Empire du Cerf-Volant repose sur une fronde des peuples qui ont réussi. Je ne prétends pas être le cardinal de Ray de cette fronde, dont je dessine, non en historien mais en romancier, les conséquences possibles pour le continent libéré de ceux qui l'oppressaient. J'imagine qu'à l'empire basé sur la destruction et les guerres a déjà succédé un empire fondé sur la concorde et les échanges. Qui rassemble un peuple l'émeut, écrivait le cardinal à propos de la fronde. J'ai envie d'ajouter qui rassemble des peuples l'émeut, cher cardinal. Pendant 20 ans, 30 ans peut-être, lui-même n'est pas certain de l'exact départ dans le temps de cette activité, Guérand a sifflé des airs inconnus aux oreilles des passants chinois. Des ruelles les plus encombrées aux avenues les plus démesurées, c'étaient des ou des qui partaient sans qu'ils sachent pourquoi, et modulés avec une telle énergie qu'ils auraient dû susciter des questions intéressées, ou à tout le moins plus que des mines interloquées, si les badauds chinois, parmi lesquels c'est sûr beaucoup aimaient la musique, avaient été un rien plus curieux ou un tantinet moins réservé. Et maintenant qu'il était de nouveau au pays où certaines de ces mélodies pouvaient être reconnues, il fredonnait des airs chinois. Ce changement n'échappa pas à Emma, qui connaissait à peu près tout le répertoire de son père. Aussi, quand revint, une fois de trop, un air qu'elle avait cessé d'aimer depuis longtemps, elle lui demanda, sur l'air de la théière qui approche de l'ébullition, ce qu'il allait siffloter une fois qu'il serait au Portugal. Ce ne seront dans tous les cas pas des airs militaires, répondit Guérand pour se donner le temps de réfléchir. Guérand croyait pouvoir mesurer son attachement culturel à un pays, à une langue, au nombre de chansons qui lui venaient spontanément l'envie de chanter. Attachement dont la puissance était elle-même en relation directe avec sa mémoire des paroles, voire même avec la qualité de son chant. « Que chanterais-tu si tu emmenais Emma en Allemagne, Guérand ?» se demanda-t-il, tandis que sur le visage de celle-ci l'espoir d'une réponse se dissipait, de la même manière que la vapeur se dissipe d'une jolie théière en porcelaine. Rien ne lui vint. C'est dommage, pensa-t-il, mais qu'y faire? L'Allemagne ne m'a jamais enchanté. Siffloter, c'était autre chose, une façon qu'avait son subconscient de lui rappeler qu'il était partout de passage. Un train à vapeur, pas les trains silencieux d'aujourd'hui, sifflerait des airs d'ailleurs en s'éloignant. Le jour où il partirait pour de bon, le jour où il passerait de l'autre côté de l'horizon, pensant encore Guérand devant le visage complètement refroidi de sa fille, sa porcelaine de Chine pas du tout à manier avec précaution, mais qu'il ne fallait pas non plus remplir inutilement de tristes considérations. Ce jour-là, on n'entendrait plus que sa respiration courte, stridente. Il sifflerait une dernière fois. De sifflotement il est encore question dans l'anecdote personnelle que Guérand s'empresse de raconter au vieux professeur de yoga que, tel un chien sifflé par son maître, il va à la demande de LP trouver à Malaga. L'homme étant américain, Guérand croit bien faire en racontant comment, un jour pas si lointain, il fut convoqué par l'université chinoise qu'il employait pour avoir été entendu sifflant un hymne, l'hymne américain, entre deux cours, dans un couloir fréquenté de la faculté de langues étrangères. L'évocation de l'interrogatoire serait toujours plus agréable que l'interrogatoire proprement dit, se dit sans doute Guérand avant de se lancer, et surtout, elle mettrait du baume au cœur du vieil Américain exilé en Ibérie. Bien que facile à établir, les faits, s'agissant de la présence
compte tenu des circonstances presque insolites d'un Américain dans le sud de l'Espagne, paraîtront étonnants. Connu et établi dans le monde vaste mais réservé du yoga, Dark Marby est, ce sont ses mots, un réfugié climatique nord-américain. À l'époque où il paie alors à la naissance de sa passion dévorante pour le yoga, il y a près de 40 ans, l'a connu à Shanghai, à l'occasion d'un de ses premiers séminaires chinois, il se disait encore sans l'ombre d'un doute, quoique sans aucun excès de fierté, américain. Le monde avait bien changé depuis, et avec le monde, la vision qu'il avait eue de son trop fier pays. Il me refusait l'asile politique à l'ambassade, explique-t-il après avoir sifflé d'étonnement à l'anecdote de Guérand, assis en tailleur dans le petit ashram sentant la sueur d'une séance de yoga à peine achevée. Alors je leur ai demandé « Réfugié climatique, ça ira ?» Je ne mentais pas, ma bouche est allergique aux mensonges. Le climat politique qui accablait l'Amérique ne me convenait plus, mais alors absolument plus. Celui que beaucoup appellent désormais le yogi de Malaga, pour lui éviter le rappel de son américanité, contribuant probablement ce faisant à ce qu'il y pense davantage, tandis que Guérand, avec son anecdote, lui a épargné l'illusion de cette prétendue hispanité. Démêle sa longue barbe de l'intérieur vers l'extérieur et de haut en bas, en y passant lentement le peigne d'Adam. Ses longs doigts secs et droits percent le délicat rideau de fil blanc en forçant gentiment les quelques nœuds qui les arrêtent en chemin. Il y a ceux qui travaillent la terre, continue Marby, en faisant mine, maintenant que ses mains sont retombées, de creuser le parquet à même lequel il est assis, et que ses ongles bleutés labourent un peu. Il y a ceux aussi que Victor Hugo appelait les travailleurs de la mer, autrement dit les marins. Et puis, il y a ceux auxquels j'appartiens, les travailleurs de l'air. L'élément vital dans mon travail, c'est le souffle, c'est-à-dire l'air. Or, l'air, mon fonds de commerce, n'était plus libre d'être purement et simplement l'air. Cet élément incolore, inodore, apolitique, neutre, transparent, sans préjugés, non pollué par les slogans dont il permet toutefois la circulation, soutien indéfectible du souffle poétique, entrant et sortant avec la même grâce et en égale quantité dans et hors des poumons d'un Russe, d'un Chinois, d'un Américain ou d'un Lapon. Comment faire proprement son travail si l'air est vicié ou qu'il se raréfie? Je ne sais à quelle catégorie de travailleurs attribuer la dégradation dont je souffrais personnellement de plus en plus à chaque respiration, mais je sais qu'elle ne pouvait être imputée aux 3 catégories que j'ai citées. Certains pointent du doigt les gens d'affaires, travailleurs de l'argent et du profit. Je ne me prononcerai pas, mais il est sûr que le vent des soupçons souffle avec une force inaccoutumée dans la direction de ceux-ci. Reste qu'on était plus libre en Amérique de respirer comme on l'entendait, surtout si l'on voyait comme moi dans l'air l'élément fondamental, la clé invisible de tous les actes accomplis par le vivant. Un soupir de Marby est en soi toute une leçon, si bien que tous autour de lui, y compris Emma et Guérand, l'écoutent avec recueillement avant qu'il ne continue. Il y a une 60aine d'années, une poignée d'Occidentaux, les pionniers, allèrent chercher le yoga en Inde, où la pratique multiséculaire languissait. Moyennant quelques accommodements, la pratique fit énormément de bien à l'Occident. Quelques décennies plus tard, le yoga faisait sa percée bénéfique en Asie, et notamment en Chine. Alors, quand la Chine commença à nous apporter, à nous, occidentaux, quelque chose en retour, un nouveau souffle dans nos relations, et une alternative à proprement parler yogique, à la manière très américaine de projeter nos corps trop imposants au détriment des autres, je me suis dit, échange de bons procédés, reconnaissance, Om, chuchoté d'abord, murmuré pour en apprécier toutes les résonances, mon enthousiasme devint graduellement plus vocal, un chant, un hymne bientôt. Il est certain que pour ma tranquillité, je n'aurais pas dû homer tout haut mes louanges à l'apport chinois. Oh mon Dieu, persécuté, un des premiers, au pilori le traître de la souplesse, le Judas du yoga. Habité par l'esprit communautaire, je me rendais dans les collèges et les lycées avec mon envie de rendre service à la jeunesse de mon pays et une seule question. Comment se fait-il que la plupart des adolescents ne savent pas faire le tiers physiquement de ce qu'un homme qui a 3 fois et demi leur âge accomplit avec le sourire? Tomber la chemise et démontrer ce que j'avançais n'aidait en rien ma cause, au contraire, pas plus que d'inviter les jeunes les plus dégourdis à me rejoindre. Vous ne manquez pas d'air, qu'on me répondait.
d'accuser la jeunesse américaine d'être moins qu'un vieux trop légèrement vêtu et mal peigné, lequel a passé les 3/4 de son temps en Inde et en Chine à tenter d'oublier ce que c'est que d'être un bon Américain. J'avais beau faire face, assis en lotus sur mon tapis, complètement offert aux pires accusations. Je m'enfonçais, je le sentais, et des mains m'attiraient, je les sentais aussi, et leurs ongles méchants dans les eaux troubles de l'argumentation. Répéter une fois de trop mon affirmation selon laquelle l'obésité et la rigidité ont des conséquences sur la façon d'aller au monde, c'est là ma mise au tombeau. J'étais en bien trop bonne condition pour le tombeau, criai-je. Je vous enterrerai tous, voilà bien le problème. Je voulais vivre en homme libéré de contraintes nationales si absurdes qu'elles faisaient négliger la santé des gens au profit d'une approche complètement erronée des rapports avec soi-même et avec autrui. Mon pays était volontairement et morbidement obèse. Tel un homme si gros qu'un canapé 3 places suffit à peine à le contenir, il débordait sur une partie du monde émergé, et c'est cela exactement que je voyais se refléter maladivement dans le physique de mes jeunes et moins jeunes concitoyens. Nageur inexpérimenté d'une langue qu'il essouffle rapidement, le maître de Malaga tente de parler espagnol, mais l'anglais lui manque plus que l'air au milieu de ses phrases, comme si celles-ci étaient des longueurs d'étang. Il les termine pourtant comme il peut, souvent sur le dos et avec l'aide de ses disciplinés étudiants, qui le tirent vers la berge avec une traduction ou qui lui lancent la bouée d'un mot. Il risque plusieurs fois de se noyer dans son élocution pour dire d'une traite qu'au lieu de rester sur la route tracée par la mentalité américaine depuis l'Indian Removal Act, la loi sur la déportation des Indiens, 1830, lance un élève assis derrière le nageur, menaçant déjà de perdre la cadence. Et le tristement célèbre Trail of Tears, le sentier des larmes, s'écrie le même, décidément attentif maître nageur. Il décida que ce qu'il y avait d'indien en lui devait partir pour de bon. Je pris le chemin de l'Europe. L'Europe où finissent et commencent les routes de la soie, déclara-t-il sans boire la tasse, même si la phrase était amère. Les routes de la soie, c'est tellement plus prometteur que le sentier des larmes, n'est-ce pas? Je traversai en bateau, avec d'autres, à l'époque de la grande vague migratoire d'Européens pro-américains en sens contraire. Étrange chassé-croisé de gens cherchant leur camp, ou, comme c'était mon cas, ne se retrouvant plus dans leur camp. Les grandes enseignes de sport en France avaient retiré quelques années plus tôt kayak et canot pneumatiques de leurs étalages pour éviter que ces articles ne soient détournés de leur usage sportif par d'autres candidats à l'exil. Y a-t-il rien de plus sportif que de traverser la Manche en canot ou en kayak à la faveur de la nuit? Yogi ou pas, yogi ne veut pas dire fou, je n'aurais pas tenté la traversée de l'Atlantique en dinghy. Je serais plein de la même admiration pour ceux qui s'y risqueraient que pour Cabeza de Vaca, l'explorateur espagnol qui, à la suite d'un naufrage sur les côtes de Floride, effectua à pied la traversée d'est en ouest de mon ancien pays. Il partit d'Andalousie en conquistador et alla jusqu'en Californie, esclave souvent, ou du moins au service et à la merci des populations indigènes que pendant 6 ans il fréquenta. Je partis de Californie comme un esclave qui s'évade, et sans aucune soif de conquête, j'arrivai en Andalousie. Je me reproche parfois d'avoir eu en moi ce qui pousse le rat à quitter le navire, cette espèce d'instinct de survie très prononcé, grâce ou à cause duquel il devient possible de renoncer à tout, poursuit Marby, mais plus rien qu'en anglais et sans s'adresser de reproches pour l'abandon de l'espagnol, sans doute plus provisoire que l'abandon de son pays. Les rats, en vérité, si je puis me permettre de les appeler comme ça, n'ont jamais quitté, c'est bien là le problème, le navire américain. Sur le pont du bateau s'éloignant, j'eus la très nette impression que c'était elle, l'Amérique, qui s'éloignait, non le bateau sur le pont duquel je la regardais en pleurant. Elle s'en allait petit à petit, mais inexorablement, ayant perdu la boussole sur laquelle les peuples naviguent à travers les grands écueils de leur histoire. Elle s'en allait vers des heures sombres. La grande marche de destruction mentale, dont parlait déjà en son temps Chesterton, allait continuer,
Le cinéma aujourd'hui s'est libéré de son tropisme américain et le moule culturel a été brisé à la mort d'Hollywood. Mais avez-vous remarqué à ce propos que tous les films post-apocalyptiques, presque, sont américains et que tous ne nous montrent que ce qu'il reste de l'Amérique du Nord pour nous parler d'un monde dévasté. La partie mise pour le tout n'est pas une figure de style aux yeux des Américains, hélas. Et même dans la défaite et la désolation, ma pauvre patrie trouve encore le moyen de se flatter. N'importe comment, le reste du monde ne s'y est jamais vraiment trompé. Le monde d'après l'Apocalypse. C'est en réalité le monde américain que je laissais derrière moi. Bien qu'Emma eût filmé de nombreux pans de la rencontre avec le yogi de Malaga, le cinéma ne remplaçant pas la vie, il fallut tout répéter, tout faire voir, expliquer et représenter à LP. Des raisons qui avaient conduit l'homme déjà vieux à l'exil jusqu'aux bénéfices que ses élèves, auxquels se joignit Guérand pendant 5 jours, retiraient de ses enseignements. Leurs vidéo-bavardages non seulement furent reconduits de jour en jour pendant 5 jours, ils se prolongèrent bien au-delà de leur durée ordinaire, dont LP voulait tout savoir, offrant de la sorte plusieurs belles occasions à Emma de dire à sa mère qu'elle lui manquait. Curieusement, Emma n'en profita pas, comprenant peut-être, dès le premier échange entre la Chine et Malaga, que c'était surtout la voix de sa mère qui lui manquait, et que lorsque celle-ci parlait, le manque s'annulait, mais que toute interruption, même pour lui parler de ce manque, avait pour effet ne serait-ce que très brièvement de le recréer, si bien que, peu désireuse de parler, elle laissa à son père la tâche d'expliquer en chinois ce que le vénérable yogi américain avait dit, tantôt en mauvais espagnol, tantôt en très bon anglais et tantôt dans un mélange des deux, mais toujours et quel que soit là où les langues, avec beaucoup de recul et d'inspiration. Le chinois de Guérand étant ce qu'il était, LP appela plus d'une fois sa fille à l'aide, et qui sait si ce n'était pas cela, entendre son nom et pas celui d'un vieux yogi sortir de la bouche de sa mère encore et encore, qu'Emma attendait. Ainsi, par approximation, Guérand s'efforçant maladroitement d'abord, puis Emma corrigeant et complétant, une fois que sa maman l'en eut prié, les choses que le yogi avait dites furent établies pour LP, comme par exemple la croisade pacifique en faveur de la désaméricanisation, laquelle croisade, la campagne, selon Emma, devait démarrer en chacun par une intense période de réflexion jambes croisées, ou encore la rénovation énergétique des corps, laquelle consistait, à l'exemple de la rénovation de maisons perdant leur chaleur et consommant trop, à apprendre par une meilleure respiration à se ramasser, à moins se dissiper et à réduire sa surface corporelle habitable. D'abord mal comprise par LP, l'expression terrasse de chair et de pensée délabrée, Guérand expliqua qu'il convenait, selon Marby, de se débarrasser de celle-ci comme le corps se débarrasse de cheveux et de peau morte, fut particulièrement apprécié une fois que le chinois en eut été légèrement retouché par Emma. Marby souhaitait en fait que chacun de nous se libère de ce qui lui pèse physiquement et mentalement. LP apprit aussi avec beaucoup de soulagement que le yogi gardait de l'espoir pour le pays qu'il s'était senti contraint d'abandonner, non de renier, ainsi qu'un choix maladroit de mots de la part de Guérand avait laissé supposer. Une citation du yogi, directement traduite en chinois et avec quel brio par Emma, à l'appui de l'idée que l'Amérique était pour lui le monde d'après l'Apocalypse, l'en persuada plus qu'aucune vidéo. L'Apocalypse est au sens littéral une révélation. Révélation que tout peut être mieux qu'avant pour le plus grand nombre, au prix, certes, d'un empirement pour un petit nombre, et pour autant que le processus conduisant à l'amélioration collective et à sa pérennisation se fasse sous les auspices d'un gouvernement par le plus grand nombre. En d'autres termes, il croyait comme elle que l'accomplissement personnel, tel que celui recherché par le yogi, était non pas un obstacle, mais bien plutôt la condition essentielle pour que la société, forte d'un grand nombre d'individus en quête d'un meilleur soi, aille d'elle-même et sans contrainte vers sa meilleure forme d'accomplissement. Bref, il lui semblait, en bonne professeur de yoga convaincu de son action, que pour éviter enfin que les idées dominantes d'une époque soient les idées de sa minorité dominante, il fallait que la forme physique et mentale dominante soit la forme de sa majorité. Des peuples de yogis ne se feraient jamais la guerre, telle était à peu près sa philosophie, car les yogis reconnaissaient l'inutilité de toutes les guerres, à l'exception de celles, tendres mais nécessaires, qu'ils devaient mener, mais pas seuls, contre leur propre corps.
Qu'importe enfin la précision totale de leurs propos, puisqu'ils passèrent du temps ensemble, pendant que V soulignait à sa façon l'importance du souffle pour la régulation de la température corporelle en les protégeant de la chaleur accablant au dehors les étrangers à leur conversation. Plus qu'à aucun moment depuis le début du grand tour, LP avoua regretter de ne pas être avec eux. Elle s'excusa plusieurs fois durant ces 5 jours, une fois au moins pour avoir laissé penser à sa fille qu'elle regrettait moins de ne pas être avec elle à Malaga que d'avoir manqué l'occasion de revoir le maître yogi à l'origine de son aventure personnelle. À l'évidence, les malentendus ne naissaient pas que parce que l'un d'eux s'essayait à une langue peu maîtrisée, le chinois pour Guérand ou le français pour elle, puisque même le chinois pouvait se comporter comme un cheval faisant vider les arçons à la compréhension quand il était chargé de trop de sous-entendus. LP n'en appréciait que davantage les efforts de Guérand et d'Emma pour expliciter les efforts du yogi, et ne comprenait que trop bien les tribulations de celui-ci. Non seulement c'était pour elle qu'Emma et Guérand, ses 2 oreilles, étaient allés l'écouter, mais elle connaissait personnellement les effets du décalage horaire engendré par le passage d'un fuseau linguistique à l'autre. Entre le chinois et le français, 10 à 20 secondes de flottement avant que certains mots, parfois le moindre mot, arrivent au cerveau. Du français au chinois, moins d'attente, mais les conséquences pour le sommeil n'étaient pas non plus négligeables. Surtout, LP comprenait que si un yogi américain exilé en Europe s'efforçait de s'éloigner, même s'il y échouait la plupart du temps, de la langue qui maintenait sur lui une espèce d'emprise jalouse, ou, n'ayons pas peur des mots, d'hégémonie, a fortiori elle, l'IP, représentante, qu'elle le veuille ou non, de l'imposant pays à l'est du continent, ne devait-elle pas faire beaucoup plus pour se démarquer de sa langue maternelle? N'était-ce pas son rôle, et celui de tout Chinois, que de prouver par un bilinguisme décidé que leur pays n'allait pas, tel l'ancien hégémon, imposer à tous son langage? Exposée depuis Guérand et surtout la naissance d'Emma à d'autres langues, d'autres systèmes, elle pressentait ici et là dans le chinois, qu'elle avait en commun avec un gros milliard d'usagers, les conditions grammaticales d'une dérive comparable à celle qui avait conduit à la fin de l'empire de la langue anglaise sur le continent. Elle trouvait troublant désormais, par exemple, que ni le chinois ni l'anglais ne fassent de distinction de genre, comme il y en avait partout, systématiquement dans la langue qu'elle entendait parler au quotidien sa fille et son mari. Il lui semblait qu'en français, comme dans les autres langues qu'ils étaient partis pratiquer de l'autre côté du continent, une femme devait se sentir confirmée dans sa nature de femme par l'article qui l'annonçait, comme par une jolie robe, et que si cela ne suffisait pas à la distinguer d'un homme, il y avait encore la terminaison qui la suivait. En chinois, en anglais, on n'avait pas à se demander si une table possède quelque chose qui puisse expliquer que dans ces langues parlées à l'ouest de la Chine, le mot table est féminin, et l'arbre dont sont faites la plupart des tables, masculin. Mais on finissait, à contrario, elle avait fini du moins, par se demander pourquoi il n'en était pas aussi ainsi du chinois et de l'anglais. Décider que le masculin l'emporterait, ce n'était pas plus arbitraire, concluait-elle, que d'admettre que la sagesse devait l'emporter lorsqu'un choix était à faire, ou qu'un doute se présentait. C'était un fait que les langues latines avaient beaucoup mieux résisté que l'anglais à la tentative réductrice et puritaine de dégenrer les rapports humains. Quoi qu'il en fût des rapports du chinois avec l'anglais, cette langue qui avait servi à la tentative d'uniformisation du monde et à la comptabilisation des coûts portés à sa diversité, LP ne demanda pas si Guérand avait dû payer quoi que ce soit pour le droit de côtoyer le maître à sa place. Elle en fut tentée, certes, mais se rappela à temps la terrifiante évocation de la manière avec laquelle le voile de sentimentalité, enveloppant normalement les relations familiales, est déchiré lorsque celles-ci se réduisent à n'être que de simples rapports d'argent.